Bien, j'espère que vous avez encore un peu de courage. Moi, voilà, je vais repartir du début de ma première lecture de Absalon, Absalon, où je me trouvais entraîné vers le fond. Je ne trouvais pas de repères, je tentais de surnager. Je cherchais mon oxygène. Pas encore capable de flotter, je me suis trouvé pris dans une lecture pulsionnelle, avide, en l'attente de la conclusion du suspense, de la solution d'une énigme. Comme s'il y avait une solution au bout du roman, alors qu'il n'y a que des attentes, jamais de certitude. Les monologues de Faulkner font penser à des voyages en avion remplis de trous d'air, écrit Sartre. Les monologues d'Absalon sont reçus par Quentin Compson, qui les passe, il en a produit certains qui lui reviennent par son père, mais généralement il les reçoit. Et puis il les passe au lecteur et à son ami Shreve, afin qu'une construction puisse s'élaborer. Shreve reçoit la passe et reconstruit le drame en s'identifiant tour à tour aux deux frères de l'histoire. Il capture Quentin dans cette identification, en parlant pour lui, en le prenant à témoin, voire en otage. C'est peut-être de la charge que Faulkner lui fait porter que meurt Quentin peu de temps après le roman en se suicidant. Et nous, lecteurs, nous avons aussi à engager notre propre construction en essayant d'en sortir à peu près indemnes. Les destins des personnages sont tous orientés vers la chute, vers la perte, la mort, la destruction, avec une accélération au moment de la guerre de sécession qui fait comme le point d'orgue entre l'ascension et la chute de la maison Sutpen. Mais on voit bien qu'il ne s'agit pas de cela. Mélancolie sans recours d'un sud agonisant, dans laquelle les personnages sont pris, broyés apparemment par l'obsession d'un seul. On n'est jamais sûr de ce qui les tient debout, de ce qui les fait vivants malgré tout pour un temps, essayant pour certains d'échapper à la destruction, comme moi-même peut-être, j'ai tenté de me maintenir dans la lecture à la surface de ces étendues noyées du Mississippi dans lesquelles se perdent les narrations entrelacées. Frères, c'est-à-dire frères et sœurs, comme le dit Lacan dans les complexes familiaux. Il y a Henri et Judith, les héritiers possibles. Il y a Charles Bon, le premier fils nié par son père. Et aussi dans l'ombre, il y a Clytemnestre Sutpen, la fille noire. Et puis encore à la fin, il y a l'enfant sans nom, la fille de Thomas et de Millie Jones, morte à peine née, d'être née fille. Des noms ou pas de noms. À l'évidence, les filles et les filles de Thomas ne font pas fratrie. Sauf pour l'enfant anonyme qui aura peut-être été un instant l'objet autour duquel la pulsion de mort aura tourné pour venir enfin frapper Thomas Sutpen lui-même, leurs destins s'entrecroisent et se nouent. Chargés de fantasmes d'inceste et de pureté du sang, de désir de meurtre du père et de reconnaissance, de haine du féminin et de désir homosexuel refoulé, de fascination et de refus de l'altérité. Destins qui font lien et des liens serrés. Le meurtre de Charles, l'aîné, par Henri le cadet, marque dans le réel l'échec de l'ambition généalogique de Thomas Sutpen. Seul des deux fils à avoir été reconnu par son père, porteur sans le savoir de cette ambition, Henri, à la suite du meurtre, disparaît en fuite pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il revienne pour mourir dans la demeure familiale, dévasté, et cela a pris encore 4 ans. Privé de descendance, voué à l'effondrement psychique et au silence absolu, il semble s'être rattaché à la vie par son nom. « Je suis Henri Sutpen », répond-il à Quentin à la fin, comme vous le savez, qui le découvre gisant sur la couche même où avait été déposé le cadavre de Charles, quelques 44 ans plus tôt. Le mobile apparent du meurtre est d'empêcher l'union incestueuse de Charles avec sa demi-sœur Judith,
inceste aggravé par la suspicion d'impureté de l'origine de Charles, de son sang souillé par une faute. Et j'ai bien parlé de soupçon d'impureté. Les 4 années de guerre sont 4 années de mise à l'épreuve des frères entre eux et de la sœur promise par le plus jeune à l'aîné, une épreuve d'amour à 3. Henri avait fini par ne plus s'opposer à ce que Charles épouse Judith. Il avait admis cet inévitable, contre lequel il avait tant lutté, à savoir probablement la réalisation de son propre désir d'inceste fraternel que le mariage de Charles et de Judith consommerait. « Nous avons assez attendu », a écrit Charles à Judith, et Henri ne s'est pas opposé à l'envoi de cette lettre, alors que toutes les autres possibles avaient été refusées. Mais alors le père Thomas s'est à nouveau interposé. Par 3 fois, il répète « Il est impossible qu'il l'épouse, Henri ». Et il assène l'argument fatal. Sa mère avait une partie de sang noir. Il se dédouane lui-même de toute responsabilité. Ce n'est qu'après sa naissance que je l'ai découvert. C'est la seule fois dans le roman qu'un dialogue relie le père et le fils. Le père en colonel confédéré, le fils en simple soldat. Les deux se trouvent comme père et fils, peut-être pour la première fois. En tout cas, depuis la séparation de la nuit de Noël 4 ans auparavant. Par cette retrouvaille, ou même cette trouvaille, le retournement est consommé. Henry ne sait que marcher vers son destin de meurtrier de son frère, prenant en charge dans le réel le désir meurtrier de son père pour l'autre rejeton frappé du stigmate racial. Thomas Sutpen franchit ici un pas de plus dans la perversité, en envoyant son seul fils reconnu faire le sale travail à sa place, qui consiste à mettre en acte le fantasme de la pureté raciale. Pourquoi donc l'avoir appelé mon fils à ce moment-là? Mais on peut remarquer à cet endroit que l'injonction paternelle ne dit pas que Charles doit être tué. Il est simplement impossible qu'il l'épouse. La parole paternelle est ambiguë. À Henri de choisir le moyen. L'acte, le meurtre, a lieu à l'orée du domaine Sutpen's Hundred, à la grille qui sépare le dedans du dehors, seul vestige en fait des limites du domaine marquant le point de non-retour dans l'itinéraire qui mène au lieu de l'inceste attendu, désiré, refusé. Peut-être ont-ils chevauché côte à côte, c'est une citation, jusqu'à cette grille même, côte à côte, et ce fut alors la seule fois qu'il y en eut un pour devancer l'autre, ou traîner en arrière, au moment où Henri prit les devants d'un coup d'éperon et fit volte-face, se plaça devant Bon et sortit son revolver. Henri, gardien de l'intégrité de sa sœur, à son corps défendant à elle, est placé là comme en gardien de l'intégrité de la propriété Sutpen's Hundred, en l'absence du père. Il y a comme une équivalence entre deux avoirs, le domaine d'une part, la terre et la demeure, le ventre de la fille d'autre part, un autre avoir qui ne vaut que tant qu'il est vierge. Judith est ici l'objet de son père, qui ne veut rien lâcher. Et le prétexte racial est là, bien pratique en fin de compte, qui vient masquer la réalité que ce père n'a jamais cherché mari pour sa fille, ne l'a jamais pensée comme femme à marier, a donné à un autre homme. Chez Sutpen, on ne donne pas. Alors, c'est le mélange des races, ce n'est pas l'inceste que tu ne peux tolérer. Bon ne laisse pas non plus le choix à Henry, en apparence. L'inceste n'était-il pas en effet inéluctable, puisque, comme le dit Henry, Dieu ayant abandonné le Sud, seul le réel de la chair comptait encore. L'épreuve était passée, et l'amour, enlaçant les 3 frères et sœurs, était toujours présent, et plus aucune loi n'avait cours pour empêcher que ces 3-là ne fissent plus qu'un. Un amour archaïque qui pouvait être le dernier refuge au bout de la destruction de la société, un dernier déni de réalité. Cette union aurait même peut-être été l'accomplissement du fantasme d'Hélène, la mère, fantasme d'être prise par fille interposée, par le double de son fils. En fait, c'est entre 4 que le fantasme circulait, excluant le père.
Sauf qu'il y a eu l'intervention de ce père, tout occupé à son obsession, aveugle et sourd au désir de ses enfants, comme il l'avait été à ceux de ses 2 femmes successives. Le père ici ne prononce aucune parole susceptible d'introduire du symbolique. Il ne protège pas son fils Henri de la culpabilité. Il refuse de dire à Charles le mot qui aurait tout résolu. Par 3 fois, Thomas Hutpen échappe à assumer sa paternité. Charles le lui fait payer en armant Henry contre lui-même, comme agent de son propre suicide, lui dont l'amour pour Henry était, me semble-t-il, l'autre face de sa haine pour ce campagnard innocent et puritain qui, lui, avait ce père qui lui était refusé à lui, Charles. Thomas Hutpen lui a refusé sa filiation, le privant de son nom, mais pourquoi donc l'avoir nommé bon, alors que justement il n'était pas bon pour ce projet, pour le projet du père, et l'avoir privé de toute adresse, de tout regard. Charles alors répond à Henri qu'il n'est plus son frère. Je cite, « Non, je suis le nègre qui va coucher avec ta sœur, à moins que tu ne m'en empêches, Henry. » S'il lui est daigné d'être le fils de Thomas Hutpen, comment pourrait-il encore être le frère d'Henry? Le lien de sang vaut-il quand le lien symbolique fait défaut, quand le nom du père fait silence? Quant à Judith, elle assume d'être la fille de Thomas Hutpen, elle qui lui ressemblait le plus, à la fois en ne cédant pas sur son amour pour Charles, tout imaginaire qu'il fût, en restant la fille vierge de son père, et comme une vestale, en étant celle qui posera les dalles sur les tombes. Mais elle accueille l'octavone, la console, puis, avec l'aide de Clytemnestre, elle recueille le fils de Charles, introduisant ainsi à Sutpen's Hundred la descendance de sang mêlé, par laquelle la destruction sera achevée. Une Antigone silencieuse, elle donne à son frère Charles une sépulture sur le domaine même des Sutpen, à côté de celle de sa mère. Les sépultures resteront symboles d'une tentative d'humanisation dont les femmes sont porteuses. En silence peut-être, mais quand même. Un silence qui sera rompu par Tante Rosa, celle par qui le roman de Faulkner prend corps, pour ramener à la mémoire et transmettre ce qui a été enfoui sous les dalles, mais qui ne peut pas passer. Dans son fantasme oedipien d'être reconnu par son père, Charles a toujours été en position ambivalente à l'égard d'Henry, bien que reconnu comme aîné par Henry, jouant le rôle de son initiateur au mystère de la Nouvelle-Orléans, la grande ville à la fois civilisée et dépravée, c'est quand même de ce dernier qu'il attend l'autorisation d'épouser Judith. C'est par Henry que passe ou non pour lui l'accès au père. C'est probablement ainsi qu'il endosse la position d'objet d'amour d'Henry, comme substitut de l'amour incestueux impossible de ce dernier pour Judith. Je vais là faire une citation qui plaira à Hans Sant'Agostini. Tel est peut-être en effet cela l'inceste pur et parfait. Le frère se rendant compte que la virginité de sa sœur doit être détruite afin d'avoir réellement existé, et détruisant cette virginité par l'intermédiaire de son beau-frère, l'homme qu'il voudrait être s'il pouvait le devenir, s'il pouvait se métamorphoser dans la personne de l'amant, du mari, par qui il voudrait être ravi, qu'il voudrait choisir comme ravisseur, s'il pouvait devenir par métamorphose la sœur, la maîtresse, l'épousée. Ce fut peut-être ce qui se passa non dans l'esprit d'Henry, mais dans son âme, car il ne pensait jamais. Faulkner suggère ici ce que je peux penser comme une identification de Henry à Charles, bien au-delà de l'élection comme idéal de l'aîné expérimenté par le cadet innocent. La chute éventuelle de cette identification sous l'effet de l'intervention paternelle ne me paraît pas suffire à expliquer le passage à l'acte fratricide. Que Charles aille au bout de son projet, c'est faire exister le fantasme du viol des filles par l'étranger, certes. Mais c'est renvoyer Henry à la rencontre malheureuse, la malencontre du réel, comme le dit Lacan dans le séminaire 11. La mauvaise rencontre, c'est la rencontre du réel en jeu dans le trauma, rencontre avec le sexuel qui procure un trop d'excitation, au-delà du principe de plaisir,
ce que nous appelons en psychanalyse la jouissance. À ce moment-là de mes associations, je revois Henry adolescent, hurlant et vomissant au spectacle de la brutalité pure du combat de nègres auquel son père prend part. Nu jusqu'à la ceinture, couvert de sang. Le combat de nègres se déroule dans un hangar, semblant à l'abri des regards, à la lueur des torches, au centre d'un carré dont 3 côtés sont occupés par les blancs et le dernier par les esclaves noirs. Scène primitive insupportable qu'il lui faut peut-être chercher à anéantir par le meurtre. Scène à connotation homosexuelle, bien sûr. Violence des corps à corps d'hommes, fabrique hallucinée de jouissance, dans laquelle non seulement le fils, encore enfant peut-être, mais aussi les filles, Judith et Clytie, sont tous pris entre répulsion et fascination. Les hommes y sont des bêtes, des sauvages. Le public espère le sang. La mise à mort serait l'acmé de cette violence si elle n'était pas régulée cependant par le souci du maître de préserver son patrimoine. Elle annonce la violence inouïe des lynchages, déchaînement archaïque qu'aucune culpabilité ne vient brider. Plus tard, dans la destruction de sa descendance, Sudpen ne sera posée qu'une question: quelle erreur ai-je faite, ne se reconnaissant aucune faute? La Confédération est en déroute, mais Wash peut dire et répéter: ils nous ont pas encore flanqué une raclée. 100 ans après, on lynchait encore, et les suprématistes blancs pouvaient tenir congrès aux couleurs du Ku Klux Klan. Ce qui est en jeu dans le meurtre de Charles par Henry dépasse donc la question de l'acte paranoïaque téléguidé par le paternel et rendu licite par l'idéologie raciste. Il implique un déchaînement pulsionnel qui a à voir avec l'insupportable du souvenir traumatique. L'insupportable du souvenir traumatique. Cette fois-ci, je peux le comprendre comme l'explosion d'une rivalité jalouse impliquant totalement le narcissisme d'Henry, rivalité qui concernerait peut-être l'élection de Charles par Judith comme objet d'amour, privant Henry d'être l'objet d'amour de sa sœur. Ce n'est pas moi qui l'aime, lui, mon frère, c'est elle, notre sœur, qui l'aime. Paraphrasant ainsi, par moi, légèrement, la phrase célèbre de Freud. Ce qui se révèle insupportable, c'est l'impossible de faire d'eux un. C'est le réel de la coupure entre moi et l'autre, que le fantasme inconscient de l'inceste à 2 ou 3 ne pouvait combler. Ce fantasme étant en passe de chuter, se révèle le désir homosexuel profondément refoulé par la culture puritaine de cette société qui exalte la violence masculine. Cette chute situe la jouissance au lieu de l'autre, désignant Charles, le frère aimé, comme figure de l'autre persécuteur. Mais ça ne me suffit pas. Je propose de penser que le passage à l'acte a pour contenu latent l'accomplissement même de l'inceste fraternel. C'est-à-dire quelque chose comme une issue mortifère à l'impasse d'une impossible résolution du complexe d'intrusion tel que Lacan l'a défini dans les complexes familiaux. Comme l'impossible identification du sujet primitif au sens de sujet en devenir par le trait singulier que porte l'autre, ce trait unaire qui, une fois détaché, fait apparaître le sujet comme celui qui compte au double sens du terme. C'était une citation. Lacan, l'identification, séminaire 9. Il faut un grand autre pour que le sujet primitif accède à un au-delà de la relation spéculaire, un au-delà du miroir, et quitte le registre de l'imaginaire pur pour accéder à la dimension symbolique articulée au manque dans l'autre. Pour le dire trivialement, le repli narcissique face au spectacle du manque dans l'autre, faute d'un recours possible à la métaphore du nom du Père, barre au sujet primitif la voie de l'ordre symbolique. La loi raciale n'organise de fraternité que dans l'ordre de l'identification au même, en éliminant du langage la possibilité d'une tiercéité qui permettrait de faire de l'autre un semblable, c'est-à-dire un frère. En fin de compte, dans cet acte meurtrier, il y a un « c'est lui ou moi » en jeu dans l'acte,
dans une sorte d'effet de transitivisme ravageur, cela aurait-il quelque chose à nous apprendre sur la façon dont une certaine Amérique blanche raciste a justifié et passe à l'acte parfois encore, dans le meurtre des Noirs? Avec Totem et Tabou, Freud, 1913, a construit une origine mythique à l'interdit du meurtre et à l'interdit de l'inceste, par le meurtre du père de la Horde, perpétré par les fils réunis, et par le repas qui scelle le pacte des frères, renonçant à convoiter les sœurs. De la culpabilité qui naît du meurtre collectif et de l'incorporation répétée dans le repas totémique, naît le processus de civilisation. Dans la Bible, le meurtre originaire, celui qui introduit l'interdit du meurtre, est le meurtre fraternel, justement, celui d'Abel et Caïn, celui d'Abel par Caïn. C'est d'ailleurs peut-être aussi le premier inceste, qui serait un inceste fraternel. Dans ce chapitre 4 de la Genèse, un deuxième crime répond au fratricide originel. C'est celui que commet Lémec, descendant de Caïn à la 4e génération. Comme on sait, ce chapitre présente Caïn, le premier meurtrier, fondateur d'une cité, comme un grand civilisateur. Mais celui à partir de qui éclosent les arts et les techniques est précisément Lémec. Il y a d'un meurtre à l'autre une progression saisissante dans la façon dont le sujet endosse et élabore la culpabilité. C'est sous l'effet de la colère divine que Caïn, qui a tué sans savoir ce que tuer veut dire, lui qui n'avait jamais vu de mort, comprend qu'il a fait une faute. Il accepte son châtiment et porte dans son errance le signe de l'interdit. Mais il ne sait pas ce que ça voulait dire. Lémec, lui, comprend seul qu'il a péché, qu'il doit être puni et que l'acte qu'il a commis l'a été sous l'effet de son propre déchaînement pulsionnel. Dans Absalom, aucun processus d'élaboration, aucun travail de pensée chez Thomas Hutpen et ses fils ne permet de remettre l'histoire familiale dans le sens de la vie. Métaphore de ce processus d'autodestruction à l'œuvre dans une société qui ne voudrait pas reconnaître de faute originelle et qui lutterait pour préserver une identité narcissique pathogène et sa logique paranoïaque. Peut-être est-ce le roman lui-même qui se propose comme support du travail d'élaboration, en prenant à bras-le-corps la question de la destructivité et de la pulsion de mort, en offrant au lecteur la possibilité de penser par lui-même la question de la violence de tout sujet et de toute société. Par la force de son écriture, Faulkner appelle à la reddition de la résistance, tant chez le sujet que dans la société. Comme Freud, qui se montre lucide, c'est-à-dire pessimiste, sur la capacité de l'être humain à dominer ses pulsions de façon durable par la civilisation, Faulkner nous montre l'absence de processus d'hominisation dans la société du Sud, avec l'inhumanité de Thomas Hutpen, la détresse de Henry, le quasi-suicide de Charles, articulé à la violence sociale de l'oppression esclavagiste. Niant l'humanité des Noirs, la loi de la ségrégation raciale détruit l'humanité de ceux qui la servent et qui perdent l'accès au symbolique. Faulkner ne juge pas. Il décrit une société perdue avec en même temps beaucoup d'empathie pour les personnes qui s'y débattent. Je ne le hais pas, est la déclaration qui clôt le roman. Pour moi, une façon peut-être d'assumer la réalité, d'accepter de supporter la violence du réel, d'essayer d'en délester un peu l'histoire avec un grand H, comme il nous arrive dans la cure d'avoir à y faire avec nos patients. Merci.